Et on ouvre une grande page culture et comme je vous l'annonçais dans l'introduction, nous recevons aujourd'hui Quentin et moi-même, nous recevons le DJ, producteur, chanteur, compositeur, réalisateur, coach dans l'émission The Voice en Belgique, mais sans oublier son côté musicien autodidacte. Et je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais en tout cas, bonjour Moziman. Bonjour, comment ça va? Et ça va très bien et toi? Super, je te remercie. Parmi toutes tes compétences, tu as la chanson, comme je l'évoquais. C'était d'ailleurs pour ça que tu faisais ton premier Olympia en 2012. Mais tu as changé complètement de direction. Enfin, pas complètement, mais tu as changé. Tu t'es recentré un peu plus vers le côté DJ et producteur. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce choix de changement? Absolument, je vais tout vous raconter. L'idée, c'était que, en gagnant, juste après avoir gagné la Star Academy il y a maintenant 16 ans, j'avais signé un album chez Universal et les gens m'attendaient au tournant. Il fallait absolument que je fasse mes preuves, il fallait faire un album, il fallait pouvoir être présent, il fallait pouvoir être avec les gens. Et puis, quand ils sont venus me chercher pour faire cette fabuleuse émission, j'avais une résidence en tant que DJ. Et ce qui, moi, m'intéressait, c'était vraiment de mixer. Et puis bah, je sais pas, je m'étais un peu, pas par erreur, mais par amusement, essayé à la chanson. Sauf que je me suis tellement pris au jeu que bah, il y a eu cette émission et puis il y a eu toute la suite et il y a eu toute cette effervescence autour de ça. Et du coup, je me suis retrouvé dans un entre-deux où j'ai fait un Olympia un peu pour faire plaisir aux fans, un peu pour faire plaisir à la maison de disques, aux médias. Et puis, je me sentais pas vraiment à ma place, quoi. Et puis, la suite, c'est que à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait être honnête avec ce qu'on est, avec ce qu'on fait. Et j'ai décidé de retourner à mes premiers amours. Et justement, comment avez-vous vécu ce mélange dans votre carrière? Ben, la passation n'était pas facile, hein, parce que surtout à une époque où quand on avait quelqu'un qui sortait d'une émission comme ça, qui voulait être DJ, on avait tendance à pas trop le prendre au sérieux. Donc j'ai mis un petit peu plus de temps que les autres, et je crois qu'au final, je pense avoir pris les bonnes décisions. Entre toutes ces activités de création, de tournée, de composition, avec le travail dans l'ombre aussi pour le nouvel album de Patrick Bruel, ou encore les masterclass comme celle que vous allez faire à l'UPCA, école de DJ du Futuroscope, comment arrivez-vous à organiser tout ça? Eh ben, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Je laisse mon équipe y arriver bien mieux que moi. On me dit où être et je prépare en conséquence. Mais c'est vrai qu'avec les albums, avec les productions, avec les tournées, avec justement aussi la promo de ce documentaire, ce sera peut-être une question, je vais peut-être spoiler une question, mais dans lequel j'interviens pas directement. Je suis pas interviewé. C'est vraiment un point de vue team, un point de vue équipe, parce que je trouve ça toujours un peu égocentré de participer à un documentaire quand on est quasiment au début de sa carrière, quoi. Dans ce documentaire, vous n'intervenez même pas pour des choix artistiques dans le montage ou quoi que ce soit? J'ai fait les musiques. Voilà, j'ai fait la direction musicale, on va dire. J'ai choisi les musiques, j'ai composé des musiques justement pour ce documentaire, notamment dans les moments de tension. Et puis, bah, le reste, c'est vraiment Louis-Marie et Maud Gros qui ont fait ça. Ouais. Moi, je vais revenir sur votre masterclass qui est prévue à l'UCPA, école de DJ du Futuroscope, le 12 mars prochain. Est-ce Ouais. que c'est important pour vous de former, d'aller voir cette nouvelle génération de DJ? Former, c'est pas le mot, mais de transmettre, oui. J'aurais voulu certainement, à leur âge, rencontrer quelqu'un qui aurait eu une expérience dans ce milieu-là, qui a fait des erreurs et qui a fait des choses de ces erreurs. Donc oui, je pense que c'est important. Pour moi, c'est important de transmettre et c'est surtout, mais c'est quelque chose dont on parle moins. Mais moi, quand je repars de l'UCPA, j'apprends beaucoup aussi. J'apprends beaucoup, ouais. Vous dites que vous apprenez beaucoup et ça correspond peut-être avec la question que je vais vous poser en tant qu'autodidacte. Est-ce qu'il y a des difficultés à aller transmettre son savoir? Absolument, absolument, et je crois que c'est pas impossible. Moi, j'ai développé, par exemple, dans une thématique qu'on aborde souvent quand je vais à l'UCPA, c'est la thématique du scratch et du mix. Moi, j'étais toujours impressionné quand j'étais adolescent de voir mes potes scratcher super bien. Et comme j'étais un peu frustré, ben, j'ai développé ma propre technique de scratch qui est un peu indigeste pour tous les puristes, mais qui est quelque part pratique pour les néophytes et pour les gens qui apprennent ce métier. Et je crois que ma technique, elle est assez simple et j'arrive finalement à transmettre ça simplement, quoi. Même si j'ai appris tout seul.
Vous présentez donc un documentaire nommé Mosiman Outside the Box qui retrace la conception de votre show à l'Olympia en 2022 en ayant des petites touches de rappel sur le fait que vous aviez déjà joué dans cette salle mythique mais sous le rôle de chanteur. Pourquoi le choix d'un documentaire sur cet événement-là précisément ? Eh bien parce que je ne ferai pas un documentaire aujourd'hui sur ma carrière. Je me trouve trop jeune et je pense que quand on fait un documentaire, ça doit être forcément corrélé avec un succès réel. Par exemple, Angèle qui fait un documentaire, le phénomène Angèle, il est exceptionnel. Je trouve que ce qu'elle fait est incroyable et c'est largement mérité. Mais par exemple, je vois Big Flo et Oli qui ont fait un documentaire. Ils ont ciblé comme documentaire, comme propos, les stades. Et je trouvais ça beau de tourner autour d'une thématique qui était les stades, de remplir des stades dans leur ville et dans le reste de la France, parce que eux aussi trouvaient que c'était trop tôt pour faire un vrai documentaire, là où quand Orelsan arrive avec déjà 15-20 ans de carrière, c'est cohérent. Et moi, j'avais surtout pas envie de faire un documentaire sur du vent, quoi. Évidemment, il m'est arrivé des choses très très belles et j'ai beaucoup de chance, mais je pense que si un jour je fais un documentaire, c'est parce que j'aurais eu un vrai succès et je le ferai quand j'aurai 50, 60 ans. David Guetta n'a pas encore fait de documentaire à l'heure où je vous parle, donc doucement, quoi. Vous parlez de Big Flo et Oli qui ont choisi les stades. Vous, c'est plus autour de justement de votre Olympia et on y voit les principaux contributeurs de la conception du show. Pourquoi cette décision ? Parce que c'est eux qui en parlent le mieux déjà. C'est eux qui en parlent le mieux. Et puis, au final, c'est vrai que je n'ai pas répondu à la question précédente correctement. Pourquoi l'Olympia ? Parce que c'était boucler la boucle et ça permettait aussi de faire un petit peu une mise au point, de rappeler ce que je fais aujourd'hui, qui je suis, comment est-ce qu'on a vécu les deux Olympias aussi. Et le fait de ne pas s'exprimer, que je ne m'exprime pas dans ce documentaire, c'était aussi, je pense, important de laisser la place aux vrais acteurs, c'est-à-dire tous les gens de l'ombre, les créateurs, les managers, les réalisateurs, les photographes, les vidéastes. Enfin, je trouvais ça intéressant d'avoir leur point de vue, c'est-à-dire que même si ce n'était pas un documentaire sur ma pomme, je pense que je le regarderais avec émotion en me disant c'est intéressant de laisser la parole justement aux autres, quoi. Dans le documentaire, plus l'échéance de l'Olympia approche, plus la pression augmente, notamment pour votre manageuse. De votre côté, dans quel état d'esprit étiez-vous et étiez-vous confiant ? Moi, j'étais pas très confiant, mais je suis quelqu'un qui vit sur le fil du rasoir tout le temps. C'est l'histoire de ma vie. J'aime l'urgence, j'aime le stress. Par exemple, quand je mixe dans un festival ou dans un club qui est 500 personnes ou 60 000 comme l'été dernier dans certains festivals, j'adore mettre mon intro. Et pendant que mon intro tourne, je me dis, OK, où est-ce que je suis ? Quel pays ? Quelle heure ? Quelle ambiance ? Pour savoir qu'est-ce que je vais jouer. Et donc, je déteste avoir une playlist prévue à l'avance. J'aime bien me retrouver face à moi-même en me disant, OK, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Mais l'Olympia, c'était un peu pareil. On dit justement que la programmation de ce show, il a été fait seulement 6 mois à l'avance et que c'était un peu le fruit du hasard. Vous pouvez nous expliquer ce fruit du hasard qui a conduit à un show à l'Olympia ? De 4 heures quand même. Bah, c'est surtout la rencontre. J'ai envie de dire tous les gens qui nous écoutent, allez voir le documentaire, hein, mais parce qu'on l'explique bien, c'est juste que c'est une rencontre avec le patron de Live Nation, qui est la plus grosse boîte de tournée au monde, qui me dit, écoute, moi je crois en toi, je pense qu'on va pouvoir faire l'Olympia, qu'on va le remplir. Je croyais plus, lui croyait plus en moi que moi je ne croyais en moi à ce moment-là, hein, très franchement. Mais ça m'a mis un coup de boost. Il y a peut-être un peu l'effet placebo, vous savez, quand la fameuse histoire de on dit à quelqu'un, les deux personnes sont en pleine forme, on dit à l'un qu'il est malade, à l'autre qu'il est en pleine forme, et puis celui qui est malade se convainc que finalement il est vraiment malade. Ben là, c'est un petit peu la même chose, quoi. Il m'a dit non, mais il n'y a aucun souci, tu vas y arriver. Et je me suis dit, ok, bah vas-y, on le fait. Bon, c'était chaotique et c'est pour ça qu'il faut voir le documentaire, mais le résultat est au rendez-vous, comme si les planètes s'étaient alignées pile à ce moment-là, quoi. En résumé, vous nous montrez les dessous de vos prestations live et la création au millimètre du show de l'Olympia dans le doc. Ce choix de montrer au public le travail de l'ombre, un peu pour prolonger l'expérience que les spectateurs ont vécue sur place, était-ce une envie personnelle ou une idée soufflée par votre équipe ? C'est complètement une idée soufflée par l'équipe. Je suis pas à l'initiative de ce projet. Je suis évidemment très heureux que ce soit les gens que j'aime le plus qui le font autour de moi.
je leur ai dit, allez, je vous fais confiance. Hein. Et c'est aussi pour ça que je trouvais ça intéressant de ne pas intervenir, pour avoir leur point de vue. Parce que j'aurais changé des choses, je l'aurais peut-être un peu édulcoré, j'aurais peut-être pas raconté toute cette vérité, j'aurais peut-être voulu qu'il soit plus vendeur. Là, il est très vrai, quoi. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Pour les intéressés, rappelons que vous viendrez mardi prochain à Poitiers pour une masterclass auprès de l'UCPA, école de DJ en direct sur votre chaîne Twitch aussi. Puis le documentaire Mosiman Outside the Box sera diffusé au cinéma CGR de Buxerolles, accompagné après de la captation du concert, toujours en votre présence, Mosiman. Merci, vous avez tout dit, c'est super.